Donc, c'est un webinaire qui est proposé par l'Espace Conseil France Rénov, qui propose des rendez-vous aux particuliers qui souhaitent se lancer dans la rénovation énergétique. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou prendre directement rendez-vous sur notre site internet pour avoir un rendez-vous d'1 heure gratuit, pour avoir des conseils neutres, gratuits et indépendants qui peuvent se passer dans des lieux de permanence au plus proche de votre lieu de vie. Aujourd'hui, nous avons un sujet particulier qui est celui de la sortie du fioul, qui va nous être présenté par Guillaume Hamon. Bonjour à tous. Eh Pour, bien, vas-y, oui, vas-y, pour mieux vous vas-y, Ronan. connaître, dans un premier temps, on va vous proposer un petit sondage pour savoir si vous envisagez un type de travaux, de changements prochainement, lequel est-elle? Là, j'ai lancé le sondage. Je pense qu'il va s'afficher. Voilà, tout le monde a répondu. Donc, sur 4 personnes, 5 personnes, non, il y a une personne qui n'a pas répondu encore. Pardon. Je crois tu peux passer, c'est moi, du coup. Ah oui, Je d'accord, suis oui, dedans. pardon. Donc effectivement, il y a les 5 personnes ont bien répondu. Donc, tout le monde a pour projet d'un changement de mode de chauffage. Donc, vous êtes dans le bon endroit c'est le bon webinaire pour celui-là. Heu et également, on peut voir que vous avez 3 sur 5 ont un projet d'isolation. Donc, ça permettra effectivement d'envisager un projet cohérent de diminution des besoins avant le changement de système de chauffage. On va passer tout de suite au contenu du webinaire. Et merci, Ronan. Du coup, par rapport à ça, donc aujourd'hui, effectivement, comme a dit mon collègue, on est sur l'idée de poser la question de sortir du fioul. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme solution? Donc, on va vous expliquer un petit peu. Alors, quelles sont aujourd'hui les solutions qui sont... Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde la répartition des types de chauffage dans le secteur résidentiel, on voit qu'aujourd'hui, la, ma- la grande majorité est chauffée, la majorité des logements sont chauffés au gaz et aux énergies dites fossiles, donc gaz, 12% le fuel, qui est en nette diminution, mais qui est toujours présent, 5% notamment pour tout ce qui est GPL. Donc on voit vraiment qu'il y a quand même une très grande majorité aujourd'hui euh, du système des maisons et de l'habitat en France qui est chauffé aux énergies fossiles. Dans un deuxième temps vient l'électricité et après tout ce qui est solutions bois et éventuellement et les solutions solaires. On y reviendra. Et alors en 2050, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, si vous êtes inscrit sur ce webinaire, j'imagine c'est aussi parce qu'on vous se dit, bah mince, si je veux partir du fioul, qu'est-ce que je dois faire et tout ça? Est-ce qu'il y a des normes aussi qui vont être effectuées? Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, aujourd'hui, avec la loi climat, d'ici à 2050, en fait, on vise à avoir une neutralité, au moins à avoir vraiment une énergie décarbonée, en fait, d'ici à 2050. Et donc, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait de supprimer au fur et à mesure, en fait, toutes les énergies fossiles dans les logements et atteindre surtout une sobriété importante, notamment à atteindre de la classe énergétique A ou B pour l'ensemble du parc de logements français d'ici à 2050. Donc, vous voyez là, l'idée, c'est bon, le gaz est pour l'instant, en tout cas, c'est les derniers chiffres, mais ça va changer avec les actualités. Mais effectivement, aujourd'hui, en 2050, ce qui est projeté, c'est vraiment une majorité de logements plutôt sobres et chauffés vraiment à la pompe à chaleur. Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement, nous, ça je passe après. Alors, les inconvénients du fioul.
effectivement, aujourd'hui, sur les dernières données, mais qui donc pourraient même augmenter, c'est que le fioul est une énergie qui est assez chère. C'est le souci du fioul aussi, c'est qu'une énergie qui varie, dont le prix varie souvent. Vous avez dû le remarquer quand vous faites vos pleins de fioul. Une année, c'est 1000, le lendemain, c'est 1500. Et donc forcément, c'est pas pratique, à la fois pour vous, parce que c'est difficile de se projeter. Donc c'est une énergie vraiment qui est difficile à juger. Son inconvénient majeur aussi, c'est tout ce qui est lié aux émissions. Donc dans le logement, ça peut être nocif pour la santé. Les émissions aussi de carbone, voilà, les émissions de carbone du fioul qui sont assez importantes. Et tout ce qui est désagréments liés aux odeurs aussi dans le logement. Euh, voilà, donc qui ne sont pas terribles. Vous, effectivement, juste pour un peu battre en brèche les idées reçues, vous pouvez, oui, effectivement, conserver votre chaudière fioul après 2022. En vrai, l'idée, c'est que l'interdiction du fioul s'applique déjà sur les logements neufs et sur tout ce qui est rénovation, mais par contre, vous pouvez continuer à réparer votre chaudière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, franchement, quand on veut changer et passer à une autre énergie ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire effectivement dans la première chose, c'est de vraiment d'avoir une vision globale. Parce que mon collègue Ronan l'a dit dès le début, mais effectivement, le chauffage, quand on regarde dans le scénario 10 mégawatts, donc c'est un scénario qui est utilisé en partie par les pouvoirs publics et qui amène vraiment vers une sobriété énergétique. Le premier élément de travaux à effectuer, effectivement, c'est plutôt agir sur l'enveloppe du bâti. C'est-à-dire vraiment une maison qui est très mal isolée, c'est une maison où en fait, en réisolant, la priorité va être plutôt de réisoler. La deuxième chose, ça va être aussi de bien ventiler pour éviter les déperditions, en fait, liées par exemple avec des grilles d'entrée hautes et basses, par exemple. Donc, typiquement des installations qui engagent beaucoup de déperditions, surtout quand il y a beaucoup de vent. Les fenêtres, c'est vraiment ce qu'on va faire, vous voyez, dans le entre du 1, 2 et 3 en termes d'action, c'est vraiment d'agir sur l'enveloppe du logement. Donc l'enveloppe du logement, c'est les murs, c'est le plafond, enfin les combles, la toiture, le sol, les portes et les fenêtres, et donc de réduire en fait toutes ces déperditions. Parce qu'en fait, plus vous avez des déperditions, plus en fait il faut un système de chauffage très important, très puissant, et plus en fait vous chauffez les oiseaux, quoi, pour faire simple. En gros, vous allez dépenser de l'argent quand dans une maison très déperditive où vous avez effectivement vous chauffez une partie de votre logement, mais surtout vous chauffez les extérieurs. Et donc là, on a un gaspillage à la fois financier et aussi en termes d'énergie sur votre logement. Je veux dire, le logement énergivore. Et donc, effectivement, là, le premier, c'est bien d'agir sur toute cette partie-là. Après, dans un deuxième temps, vient la réflexion. Enfin, il faut bien avoir une réflexion globale pour le projet de rénovation avec une priorité sur l'isolation et la ventilation et tout ce qui est fenêtres et portes. Et bien sûr, dans la réflexion globale s'accompagne aussi la question du chauffage et de l'eau chaude. Donc, comme je vous l'ai dit, par exemple, une maison qui est isolée, par rapport à une maison qui n'est pas isolée, on n'a pas besoin de la même puissance de chauffage. Donc ça, c'est très important parce que le changement du système de chauffage, en fait, doit se faire vraiment dans un projet de rénovation globale. Si vous installez, par exemple, une chaudière maintenant et que vous décidez d'isoler la maison dans 10 ans, eh bien, votre chaudière, en fait, les risques, c'est que les chaudières soient surdimensionnées, ce qui est souvent le cas. Et en fait, des chaudières surdimensionnées, par exemple, une pompe à chaleur surdimensionnée, effectue des cycles courts on-off, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Et ça, les chaudières n'aiment pas du tout ce type de chauffage, en fait, de mode de chauffage. Les chaudières sont faites pour chauffer toute la journée. Et donc, si vous avez une chaudière surdimensionnée, elle va s'allumer, s'éteindre et ça va réduire sa durée de vie. Typiquement, par exemple, pour des pompes à chaleur, ça peut même dès maintenant, au bout de quelques années, de 7, 8 ans, en fait, la pompe à chaleur est abîmée et on doit changer au moins une partie du matériel. Et donc, c'est des frais qui sont quand même assez importants. Donc là, on va le répéter souvent, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une maison, vraiment mettre le paquet sur la rénovation dans un premier temps et la ventilation, et de réfléchir sur le système de chauffage en même temps que l'isolation ou après, mais de pas changer de système de chauffage avant de faire l'isolation. En tout cas, de pas l'avoir anticipé. Et la dernière démarche qui est
très importante aussi, c'est vraiment tout ce qui est étanchéité à l'air parce qu'une maison, voilà, où il y a des fuites d'air, c'est une maison qui perd énormément d'énergie, où donc il faut chauffer plus. L'idée de ce scénario, donc on continue sur le scénario négawatt, c'est toujours effectivement dans un premier temps, quand on réfléchit on se dit: «Tiens, on veut changer, on veut faire des travaux, on veut changer en fait un peu le logement dans lequel on vit». L'idée en fait, c'est vraiment d'atteindre la sobriété en premier, donc c'est vraiment de réduire ses besoins de chauffage. Parce que, forcément, quand on réduit, sa consommation avec l'isolation, l'idée, c'est qu'en fait, c'est de l'énergie. Tout ce qu'on isole, c'est de l'énergie qu'on ne va pas dépenser, donc c'est l'énergie qui n'est pas indexée sur des prix et qui n'augmente ou qui baisse pas. Donc forcément, c'est très intéressant. L'énergie la moins chère, c'est celle que l'on consomme pas. C'est vraiment l'adage, qui est répété et qui vous sera répété pendant ce webinaire. Le deuxième temps, c'est l'efficacité. Donc effectivement, il y a la question aussi des chaudières. Par exemple, entre une vieille chaudière et une nouvelle chaudière, on n'a pas le même rendement. Par exemple, entre une ancienne chaudière à fioul, par exemple, et une nouvelle chaudière à fioul, on peut passer d'un rendement de 60-70 à un rendement de 90. Donc forcément, rien qu'en changeant, en passant d'une chaudière, une vieille chaudière à une nouvelle chaudière, déjà, on améliore le rendement, on améliore l'efficacité du système de chauffage. Donc forcément, là, on fait déjà des économies financières et des économies d'énergie. Et dans un dernier temps, une fois qu'on a bien pensé la rénovation de sa maison, là, on peut se mettre à produire des énergies renouvelables. Donc, c'est plutôt installer tout ce qui est production d'électricité, type, bon, en France, clairement, c'est plutôt le photovoltaïque. À côté de ça, faut pas hésiter aussi à réfléchir sur l'efficacité, par exemple, à améliorer, baisser la consommation d'eau chaude. Donc, par exemple, passer d'un ballon d'eau chaude sanitaire de 200 litres, par exemple, à 100 litres pour 2 personnes. Mettre des aérateurs au niveau des robinets, ça, c'est des petits investissements qui vous font gagner très rapidement, en fait, des montants. C'est très rentable, en fait, à installer et ça vous permet de consommer moins et d'avoir un besoin d'une chaudière moins puissante, toujours. Pensez bien à ça. Alors, donc ça, si je suis allé un petit peu vite, n'hésitez pas, Ronan, tu me le dis, hein, si je vais un petit peu vite, et n'hésitez pas, à bien, voilà, bien intégrer cette partie-là. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a la question du choix de l'énergie. Parce qu'en fait, changer du fioul, mais pour quelle énergie? Une fois qu'on a réfléchi à l'isolation, la ventilation, améliorer le rendement on a un rendement qui est pas terrible avec une vieille chaudière, là, on se dit: «Bah, tiens, on veut passer à un meilleur rendement». OK, on a réfléchi à tout ça et maintenant on se dit: «Et quelle énergie je vais mettre?» Alors, il existe majoritairement 3 grands types d'énergie, de chauffage en France, enfin en Europe d'ailleurs. La première, c'est celle qui, donc ça c'est, pardon, excusez-moi, ça c'est vraiment, c'est le prix des énergies au kilowattheure. Donc vous voyez à droite dans le tableau, vous avez donc, tout ce qui est énergie, le prix au kilowattheure, donc, qui date du mois de mai, du mois dernier. À gauche, c'est le bilan carbone. Voilà. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que le coût de l'énergie est en constante augmentation, mais que chaque énergie rapportée au kilowattheure, donc il est l'indice de référence, évidemment, en France, il n'y a pas le même. Donc l'énergie la moins chère, c'est le soleil, donc c'est bien le solaire thermique, on va en parler après. Donc c'est une énergie évidemment qui ne coûte rien, donc c'est très intéressant. Il nécessite un appoint, mais en tout cas, c'est une énergie, c'est récupérer la chaleur du soleil pour chauffer de l'eau chaude sanitaire ou chauffer un système de chauffage avec un appoint quand il n'y a pas assez de soleil. Mais c'est un système très intéressant. Dans un deuxième temps, l'énergie la moins chère, c'est tout ce qui est énergie bois, que ce soit bois déchiqueté, bois bûche, le granulé aussi. Aujourd'hui, c'est entre 4 et 10 centimes, vraiment pour l'énergie bois. Vraiment l'énergie la moins chère, alors dépend évidemment de la région, mais on va dire que en région Loire-Atlantique, le coût à peu près au bois bûche, il est peut-être autour de 55 cents, enfin 0,055, donc 55 centimes d'euros. Pardon, 5 centimes d'euros, pardon, pour le bois bûche. Ensuite vient là tout ce qui est technologie donc de pompe à chaleur. Effectivement, il y a la technologie donc liée à l'électricité, donc la pompe à chaleur géothermique qui est la moins chère, suivie de la pompe à chaleur RO quand elle est, couplée à un plancher chauffant ou des radiateurs basse température. Voilà, ce sont vraiment les énergies les moins chères et bien sûr après ce sont les énergies les plus chères, c'est
le gaz, effectivement, qui a beaucoup augmenté, le fioul qui a beaucoup augmenté également, qui a aussi un bilan carbone le plus nocif. Et ensuite, effectivement, ce qui peut surprendre peut-être, c'est que c'est de l'électricité qui est à 17 centimes, qui est une des énergies les plus chères. Les 2 dernières énergies, ce sont bien, le gaz propane. Donc le gaz propane, c'est le gaz qu'on a en citerne. Les personnes qui ont des citernes de gaz, effectivement, ça coûte très, très cher, ça coûte encore plus cher que le fioul. Et ceux qui, utilisent des petits appoints donc du pétrole pour poêle, les petits poêles qu'on peut déplacer en appoint, ça effectivement, c'est vraiment l'énergie la plus chère de toutes. Voilà, mais retenez bien effectivement, vous voyez que les énergies fossiles sont avec l'électricité, sont les énergies les plus chères. Effectivement, quand on regarde l'évolution du prix des énergies, ce qu'on voit, c'est surtout les grosses dernières augmentations. Donc, c'est le gaz, tout ce qui est énergie fossile et l'électricité qui a beaucoup augmenté. L'énergie bois de type granulé, bois bûche pour l'instant, on est sur des augmentations de 2% par an. Donc, on est sur une augmentation pour l'instant euh, moins importante que l'électricité, les énergies type gaz et fioul. Alors, une fois qu'on a compris le prix des énergies, on se demande donc quelle bonne question on peut se poser pour choisir son énergie. Déjà, la première question, quand on veut changer de système de chauffage, on se demande qu'est-ce qu'on a comme radiateur, comme système d'émission, système d'émission de chauffage. Donc la première chose, c'est on a des radiateurs, il existe en fait différents types de radiateurs qui forcément ne fonctionnent, acceptent plus ou moins certaines températures. On a également, si on souhaite changer, on peut avoir tout ce qui est plancher chauffant, effectivement, au sol, donc plutôt plancher chauffant à eau, évidemment, que le plancher chauffant électrique. On peut pas trop agir dessus en changeant. Mais bon, là, on va se concentrer sur le fuel. Donc, les questions que vous vous posez, donc une fois que vous vous êtes dit, est-ce que je vais isoler ma maison? Voilà, quelles sont les déperditions de ma maison? Est-ce que ma maison est bien isolée? Est-ce que j'ai regardé la ventilation? Ensuite, je me dis, quel est le type d'énergie, d'avoir une réflexion globale, quel type d'énergie je peux mettre? Quel est le rendement actuel de ma chaudière? Et la question qui se pose ensuite, effectivement, c'est cette question de la température de l'eau qui est injectée dans les radiateurs ou le plancher chauffant. Aujourd'hui, si vous changez de système de chaudière, il faut bien anticiper cette partie. La question, c'est est-ce que vos radiateurs aujourd'hui sont plutôt des radiateurs qui acceptent les températures dites moyennes ou basses, peuvent émettre de la chaleur avec des températures, donc on injecte de l'eau, la chaudière chauffe l'eau à une température plutôt comprise entre 55 et 35 degrés. Ce type de radiateur permettent en fait à la chaudière d'injecter de l'eau à plus basse température et donc de consommer moins d'énergie. Donc, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions comme ça, à les poser à votre plombier ou à la personne qui vient faire le devis, ou bien sûr nous contacter et on en discute voilà, pour vous donner quelques conseils, évidemment. Le système, effectivement, à haute température, donc les vieilles chaudières à fioul, souvent, sont des systèmes à haute température. On va chauffer de l'eau on peut chauffer, c'est souvent quand on touche le radiateur et on peut se brûler. Là, effectivement, ce type de système de chauffage est très consommateur d'énergie. Donc voilà, faut pas hésiter à les nouveaux systèmes, les nouvelles chaudières, que ce soit des pompes à chaleur, des chaudières granulées ou des chaudières à bois, par exemple, fonctionnent plutôt à basse ou moyenne température. Alors, si vous n'avez pas tout compris encore aujourd'hui, c'est pas grave, mais pensez bien, en gros, que plus l'eau qui est injectée dans vos radiateurs est à faible température, moins vous consommez d'énergie. Par contre, se pose la question, effectivement, est-ce que mes radiateurs peuvent chauffer? Parce que les radiateurs sont très, très épais. Certains, en fait, reçoivent de l'eau à basse température et en fait, le métal, en fait, est trop épais pour faire passer la chaleur. Donc voilà, faut pas hésiter à se questionner sur ce point-là. Le Quelle contrainte ensuite? L'autre élément, c'est est-ce que vous avez des robinets thermostatiques? Donc, est-ce que j'ai un thermostat dans ma maison? Est-ce que je peux réguler en fait la température dans ma maison? Ça, c'est très important parce que si vous chauffez par exemple, vous chauffez vos chambres à 16 degrés, est-ce que vous avez des robinets thermostatiques, des robinets sur les radiateurs qui vous permettent en fait de réguler la température pièce par pièce? Ça, c'est très intéressant parce qu'on fait des économies. Ça coûte pas cher à installer.
les robinets thermostatiques et de bien réguler, en fait, de mettre à 16 degrés sa chambre, par exemple, et 19 son salon, et bien forcément, là, on gagne aussi beaucoup sur la facture. Alors, ensuite, quelles contraintes? La question de la contrainte. Effectivement, toutes les énergies n'ont pas forcément la même facilité d'exécution. Donc, vous comprenez bien, par exemple, qu'une chaudière à bois, forcément, il faut mettre du bois. Donc, il faut se lever, il faut faire 2 chargements par jour, par exemple. Forcément, ça engage, voilà, faut se lever, mais bon, c'est moins cher, mais par contre, il y a un peu de manutention. Le solaire thermique, ce qui est très bien, c'est qu'il y a aucun enfin, il y a rien à faire. Par contre, effectivement, il y a quand même un appoint. Donc, la question se pose, l'appoint, est-ce que voilà, si je rajoute une chaudière bois, dessus, bah, forcément, il faudrait que je charge un peu moins de bois, mais il faudrait quand même que j'en charge, faire l'appoint. Le granulé, on va y venir au fur et à mesure, mais quel type d'énergie? Voilà, le granulé, il y a pas forcément beaucoup de contraintes dans le sens, de la manutention. Par contre, il faut mettre un silo. Voilà, il y a des éléments, il faut bien faire venir ou analyser votre logement, ce qui est possible de faire dedans. Quel entretien je me pose aussi? Forcément, l'ensemble des chaudières ont des entretiens. Ça coûte environ 200 € par an. Est-ce que, par exemple, une chaudière à bois, il faut du ramonage, chaudière à granulés, c'est pareil. Par contre, une pompe à chaleur, il faut quand même, vérifier le niveau de liquide dedans pour voir s'il est toujours, bon, si la pression est toujours bonne. Donc il y a un entretien à faire même pour les pompes à chaleur. L'autre question, c'est vous poser, et là on a très peu parlé, c'est la question du bilan carbone. Effectivement, quand on a une vision un peu sur l'écologie, on se dit bah mince, le fioul, c'est vrai que c'est une énergie très carbonée. Si on y revient, je vais revenir dessus. Donc sur le volet gauche, en fait, du tableau, on voit bien que voilà, vers quelle énergie je veux aller. Est-ce que je veux aller vers le soleil qui consomme rien et qui émet pas de carbone, ou est-ce que je vais aller le bois, on considère qu'il émet pas de carbone parce qu'il brûle, il a capturé plein de carbone durant sa vie, l'arbre, en poussant, et du coup, quand on brûle le bois, on considère qu'il y a un équilibre, en fait, entre les émissions qui sont émises pendant la combustion du bois et les émissions de carbone qui sont capturées pendant la vie de l'arbre, la croissance de l'arbre. Et il se pose aussi la question de l'électricité, effectivement, avec, en France, aujourd'hui, on est sur une énergie majoritairement nucléaire. Donc voilà, après se pose la question, est-ce que vous souhaitez, en utilisant de l'électricité, une énergie qui fonctionne à l'électricité de type pompe à chaleur, ou alors radiateur électrique? Forcément, on déconseille fortement les radiateurs électriques après une chaudière fuel, hein, ne faites pas ça. Par contre, effectivement, la pompe à chaleur, voilà, on va fonctionner avec de l'énergie de l'électricité du réseau. En France, aujourd'hui, l'électricité du réseau est majoritairement nucléaire. Donc voilà, c'est à vous de vous dire aussi qu'est-ce que je souhaite faire. On va parler du photovoltaïque, on va juste en aborder 2 minutes, on va en parler un petit peu après. La question du budget aussi, du coup, ce qui se pose, c'est est-ce que je dois, quel est le prix? Effectivement, le prix n'est pas le même, en fait, en termes d'investissement. Le prix le moins cher, effectivement, on va y venir, c'est plutôt la chaudière gaz. Après, le prix dans les plus chers, ça dépend. Les autres chaudières, on va y venir. Et la question de l'abonnement, forcément, une chaudière gaz, c'est pas c'est moins cher, mais par contre, on va avoir un abonnement gaz et un abonnement électricité. Alors que si on prend une énergie, qui est de type, chaudière, tout ce qui est bois ou électricité, on n'aura plus que l'abonnement d'électricité. Voilà. Vous comprenez bien que le fioul, que voilà, c'est assez intéressant. Si vous passez du fioul au gaz, bah, vous rajoutez l'abonnement, gaz en plus. Se pose la question, effectivement, des particularités de votre logement. Est-ce que j'ai un garage, par exemple, pour stocker, par exemple, une chaudière? Est-ce que je peux mettre, par exemple, si je mets une pompe à chaleur, est-ce que une pompe à chaleur avec donc, on appelle RO, donc c'est celle, vous voyez, avec le petit bloc qui capture l'air, en fait, pour produire l'énergie gratuitement, en partie. Est-ce qu'il est pas très loin? Quelle distance d'éloignement j'ai avec mes voisins? Il faut, bien sûr, il doit être au-delà de 12 mètres, votre voisinage. Donc forcément, ça peut faire du bruit aussi pour les voisins. Ça peut créer voilà, des soucis entre voisins. Est-ce que même pour vous, chez vous, est-ce que je peux le placer à tel endroit? Voilà, on peut aussi faire des aménagements, par contre, pour le bruit, lié aux pompes à chaleur. La question aussi qui peut se poser, c'est est-ce que j'ai déjà un système, par exemple, pour évacuer des fumées? Si j'ai un poêle à bois, si j'ai un système de chaudière à granulés ou à bois.
Pour le solaire thermique, de toute façon, c'est pareil. Est-ce que mon logement est orienté plein sud? Parce que c'est la condition primordiale pour installer du solaire thermique, c'est d'avoir au minimum une pente en plein sud, ou en tout cas vraiment au quasiment plein sud. Toujours les particularités, bah voilà, vous voyez, avoir de la place pour tout ce qui est granulé. Donc, un silo, il faut compter à peu près 2 mètres sur 2 mètres, sur 2 mètres de hauteur, 2,50 m. Donc, en dessous de 2,50 m, vous ne pouvez pas forcément installer un silo. Après, il y a différents types de silos à granulés. Donc, c'est un silo d'ailleurs qui est composé de granulés qui alimente en fait de manière continue la chaudière. Donc, vous n'avez pas besoin de remplir. Ce type de silo, vous avez une livraison annuelle ou 2 fois par an. Il y a comment dire, il y a un livreur, comme le fioul, en fait, ça se passe comme le fioul. Il y a un livreur qui vient, il vient avec son camion, il vous remplit en fait le silo, et puis ça vous fait votre granulé pour l'année, et puis ça alimente en continu la chaudière, donc vous n'avez rien besoin de faire. Par contre, effectivement, il y a bien une distance minimum, donc c'est 20 mètres grand maximum en fait entre le silo et la chaudière. Donc voilà. Et évidemment, il faut que voilà, le camion puisse se garer, mais j'imagine que si vous avez des chaudières fuel, vous savez, voilà, il faut que votre habitat ou votre maison ou au moins votre terrain soit accessible pour un camion citerne. Bon, les bûches, voilà, pareil, hein, livraison, donc accessible en camion citerne. L'idée, si vous optez pour la chaudière bûche, qui est très intéressant hein, comme système de chauffage, avec du solaire thermique, c'est encore mieux. Si vous optez pour ce système, voilà, il faut bien penser à stocker les bûches au couvert, ventilé, aéré, pas dans votre garage. Il faut vraiment que ce soit un bâtiment qui reçoit de l'air, l'idéal étant comme un carport ou en tout cas ce que vous voyez, votre image de droite. Voilà. Vous pouvez, si vous avez par exemple un manoir ou une très très grande maison, vous pouvez opter pour des chaudières à plaquettes et vous faire livrer les plaquettes. Mais ça, c'est assez spécifique. Les chaudières à bois, en fait, c'est très économique et chaudières à plaquettes aussi, c'est assez économique. Ça marche bien pour les logements où il y a des très grandes surfaces à chauffer. Voilà, vous faites livrer ou du bois plaquettes, c'est du bois déchiqueté que vous faites livrer, qui coûte, vous avez vu, qui est une des énergies les moins chères. Vous faites livrer et puis pareil, il y a une alimentation automatique. Là, effectivement, mais pour ce type d'installation, il faut effectivement une très grande maison, pour au moins 250 mètres carrés minimum, quoi, en surface chauffée. Alors, pour l'énergie, donc on va venir donc dans le détail des énergies que vous pouvez utiliser. Donc, pour les chaudières, vous avez donc ce que je vous ai dit au début, ça s'appelle les systèmes solaires combinés. Donc ça, ce sont les énergies, donc c'est ce qui fonctionne au solaire thermique. Donc attention, le solaire thermique n'est pas la même chose que le solaire photovoltaïque. Ce sont deux choses différentes. Il peut y avoir des panneaux qui font les deux, mais c'est pas à la limite, c'est pas le plus répandu. Mais par contre, vous avez ici des capteurs solaires que vous voyez en haut. Ce sont des boîtes vides où il y a de l'air en fait dedans. Il y a des tubes qui passent dedans avec un liquide. Quand le tube avec le liquide, quand il y a du soleil, en fait, le capteur, en fait, bien sûr, le rayonnement se fait sur la boîte vide, et donc ça, effectivement, ça capture la chaleur, ça réchauffe en fait tout le liquide qui passe dans les tuyaux de cuivre dans les boîtes, et ensuite ça vient alimenter et réchauffer en fait un système. Donc il y a un grand ballon de stockage d'eau chaude qui est souvent un ballon qui peut faire à peu près 800 litres, 800 à 1000 litres. Euh, voilà, et en fait, ce système-là sert de batterie de stockage. Et ensuite, cette eau chaude-là est réinjectée dans vos planchers chauffants, dans vos radiateurs. Ça fait aussi l'eau chaude sanitaire. Et juste à noter, l'eau qui est dans le grand ballon n'est pas et celle qui est injectée dans le radiateur, bien sûr, n'est pas la même, hein, et celle que vous allez avoir pour l'eau chaude sanitaire. Souvent, il y a un ballon d'eau chaude en plus qui est en bain-marie dans le gros ballon. Voilà, évidemment, c'est pas la même eau, sinon vous pouvez vous empoisonner, c'est normal. Et bien sûr, pour ce système, comme je vous l'ai dit, il faut une chaudière d'appoint. Donc, ça peut être le système aujourd'hui, ça peut être du gaz. L'investissement le moins coûteux,
on va dire le moins coûteux, c'est d'avoir un système solaire combiné avec une petite chaudière gaz de faible puissance qui vient vraiment quand il n'y a pas assez de soleil ou quand il y a besoin de réchauffer, de continuer à chauffer un peu plus fort en fait l'eau dans le ballon de stockage. Ce système-là, en fait, le coût est en fait varie beaucoup. Ça peut aller de 15 000 à 25 000 € à peu près en termes d'investissement. Il y a beaucoup d'aides financières de l'État aussi, on y viendra après. Pour les revenus très modestes et voilà, il y a des aides assez importantes pour ce système-là. Mais c'est un système aujourd'hui qui est un des plus intéressants. Pourquoi? Parce que enfin, ça peut gagner jusqu'à 50 à 60, enfin 50% de l'énergie consommée de votre maison, qui du coup devient de l'énergie gratuite. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. En tout cas, on va collecter les questions et en parler à la fin. Si vous avez effectivement donc l'autre énergie, donc c'est la pompe à chaleur, évidemment, qui est le système le plus connu aujourd'hui, où il y a beaucoup de publicité dessus. Cet avantage, en fait, c'est une pompe à chaleur, donc ça capture l'air dehors, ça compresse un peu comme un vélo. Vous savez, quand vous gonflez un vélo, en fait, au bout d'un moment, avec la pompe à vélo, elle devient un peu chaude. En fait, on compresse l'air et ça réchauffe un système qui réchauffe de l'eau, qui ensuite injecte l'eau dans des radiateurs. C'est une source d'énergie qui est intéressante dans le sens où vous consommez de l'électricité, mais effectivement, vous consommez en tout cas, en gros, on appelle le rendement de la chaudière, c'est que ça consomme de l'air, ça consomme de l'électricité pour faire marcher le compresseur qui va compresser l'air et réchauffer l'eau qui va être injectée dans les radiateurs ou qui va être utilisée pour l'eau chaude sanitaire et derrière, ça capture en fait de l'air gratuit. Souvent, on peut avoir de l'ordre de 1/3, 2/3 en fait, d'économie d'énergie, sur la facture par rapport à l'électricité, par rapport à ce système-là. Ça, c'est les avantages. Ça prend pas beaucoup de place en plus, donc c'est pratique. C'est un système qui nécessite de l'entretien, mais voilà, où on est, il y a pas de livraison, donc voilà, c'est assez facile. Les inconvénients, donc effectivement, c'est un système, surtout l'inconvénient majeur, je vais vous le dire, c'est que plus il fait froid en fait et plus en fait le rendement de la pompe à chaleur diminue. Ce qui fait qu'en fait une pompe à chaleur qui fonctionne à 7 degrés, c'est entre chauffer à 0 degré, chauffer à 7 degrés ou chauffer à 15 degrés, en fait vous n'avez pas du tout le même rendement. À 0 degré, le rendement de la pompe à chaleur est proche d'un radiateur électrique. Donc, vous voyez, ça consomme énormément d'électricité. Par contre à 7 degrés, là on peut avoir par exemple 1/3 d'énergie gratuite et à 15 degrés, on a 2/3 d'énergie gratuite. C'est des très grandes idées ce que je dis. L'idée, c'est faut bien sûr aller dans le détail, et prendre rendez-vous avec nous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations et pour lire des devis aussi. L'autre élément important, donc quand il fait très froid, il faut avoir un appoint. C'est intéressant d'avoir un appoint de type, chauffage, de type poêle à granulés, poêle à bois, quand il fait très, très froid. Après, l'avantage en Loire-Atlantique, c'est qu'on n'a pas beaucoup de jours de gel, en fait, et de moins en moins aujourd'hui. Donc c'est vrai que la pompe à chaleur, le rendement, voilà, est moins impacté. Néanmoins, voilà, quand il fait très froid, pensez une pompe à chaleur doit être dans l'idéal couplée avec un poêle à bois quand il fait très, très froid et lancer le poêle à bois, voilà, pour aider à chauffer la maison. Le les autres éléments juste, Ronan, tu peux me dire quelle heure il est? Ouais, 18h38. Je regarde, OK. On a encore, 10 minutes à peu près, grand maximum 5-10 minutes à peu près de présentation et on va après passer aux questions. Donc c'est le prix indicatif, en général, il faut compter à peu près 10 à 12 000 pour une pompe à chaleur basse température. Donc c'est celles qui sont adaptées avec les planchers chauffants dont je vous parlais ou les radiateurs, tout neufs type, les radiateurs que vous venez juste d'installer qui fonctionnent à basse température. Ce sont des radiateurs, heu, plutôt dans des maisons neuves en général ou des radiateurs neufs installés et sinon 12 à 14 000 € pour une pompe à chaleur haute température ou moyenne température. Voilà. Je vais un petit peu accélérer, pour vous présenter, pour que vous ayez le temps de poser des questions aussi, même si on n'est pas très nombreux. Le deuxième élément, c'est la pompe à chaleur géothermique. L'avantage avec la différence avec la pompe à chaleur aérothermique qui fait RO, donc RO, c'est celle-là, donc qui capte avec le ventilateur et donc qui capture l'air et qui chauffe de l'eau et l'avantage de la pompe à chaleur géothermique, elle, c'est que
elle utilise en fait des capteurs dans le sol et donc elle n'est pas sensible à ces variations de température. Son rendement ne change pas qu'il fasse très froid ou très chaud. En fait, voilà, ça change rien. Donc ça, c'est très intéressant. Son inconvénient, c'est que c'est très cher. Voilà, c'est une énergie, là, c'est 15 à 22 000, mais en gros, sans compter les forages, s'il faut faire des forages, en fait, ça peut monter. Ouais, ça dépend de. Faut vraiment faire des devis pour regarder ce que ça peut donner. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça dure très longtemps. Le système de forage est assez intéressant. Euh, voilà, c'est bien aussi pour les maisons qui sont très isolées. Toujours, de toute façon, les pompes à chaleur pour les maisons bien isolées. Donc les chaudières, je vous en ai déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est les chaudières à bois bûche ou les chaudières à bois granulé. Alors le prix indicatif, on est entre 10 à 15 000 euros à peu près, voire un peu plus. Hein. Faut quand même, on peut monter jusqu'à 20 000 euros. Donc ça dépend vraiment de la taille de la maison. Si la maison est mal isolée, bah faut investir plus dans le chauffage. C'est pour ça qu'il faut mieux toujours s'isoler plutôt que d'acheter une chaudière très puissante avec une maison mal isolée. Ça, clairement, c'est une erreur à ne pas faire. Ce qui est intéressant, par contre, pour les maisons de moins de 120 mètres carrés ou de 140 mètres carrés bien isolées, c'est d'avoir un système de poêle qui fait chauffage central. Ça se développe pas mal. C'est une technologie qui a été mise en place dans les années 70-80, qui est peu utilisée, mais qui est très intéressante. Donc, c'est un poêle, en fait, qui va chauffer la pièce, par exemple, comme un poêle classique, mais qui est raccordé en fait sur votre réseau de radiateur et donc qui chauffe aussi de l'eau chaude et qui est raccordé qui va chauffer de l'eau chaude, qui va ensuite chauffer vos radiateurs à eau dans les chambres, par exemple. Ça peut aussi chauffer l'eau chaude sanitaire. Néanmoins, évidemment, l'été, il faut prendre un appoint. Ça peut être un ballon électrique, ça peut être aussi un ballon solaire. C'est très intéressant, au solaire thermique. Le prix estimatif avec le ballon solaire, comptait 12 000 euros. Par contre, le poêle bouilleur, c'est vrai que c'est très intéressant. Juste tout seul, c'est que c'est à peu près 7 à 8 000 euros. Donc, c'est bien moins cher en fait qu'une énergie de type chaudière. Et puis, ça prend moins de place. Et puis, voilà, c'est intéressant. Ça prend moins de place, c'est assez esthétique. On fait deux en un. On fait poêle et en même temps et en même temps chauffage des radiateurs. Donc, la chaudière à granulés, on en parlait avec un silo. Euh, le poêle à granulés aussi. Néanmoins, attention à un poêle à granulés pour chauffer toute une maison, soyons vigilants. Si vous avez déjà un système hydraulique, franchement, c'est vraiment dommage je vous le dis, de enlever votre système hydraulique. Vraiment, le système des radiateurs à eau, c'est très bien, c'est très robuste. Euh, c'est robuste, voilà, ne faut pas forcément abandonner votre système hydraulique. Souvent, ça peut être une erreur quand même. Mieux vaut garder votre système hydraulique et un système de chauffage central plutôt que passer au radiateur électrique avec poêle à granulés. Ça, c'est plutôt pour les maisons qui sont toutes électriques. Enfin, le gaz, donc qui est l'énergie. Aujourd'hui, l'investissement le moins cher, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est entre 3 à 6 000 euros. Plutôt pour une maison au fioul en général, plutôt on compte un peu plus. C'est peu encombrant. Et effectivement, c'est pas très, l'investissement est peu cher, mais par contre, voilà, vous avez vu que le prix de l'énergie sur 15 ans, en fait, on se rend compte quand même que le prix de l'énergie est assez important et continue d'augmenter. Et voilà, vous avez compris le contexte international aussi n'aide pas. Néanmoins, voilà, il faut juste savoir que l'énergie, le gaz qui est utilisé en France, il n'y a que 16% du gaz en fait qui provient de Russie. Donc voilà, pas de panique non plus sur la question de l'approvisionnement. Réfléchissez bien en tout cas. Pour terminer, alors je voudrais juste un élément donc sur les pompes à chaleur. Effectivement, je vous le rappelle, donc voilà, si vous êtes intéressé par ce type d'énergie, voilà, ce qu'il faut savoir, n'hésitez pas à nous rappeler ou à faire des devis et nous, on peut lire les devis et vous donner notre avis et pour donner aussi le montant des aides financières. Alors, pour terminer et de manière très rapide, en fait, il existe des aides financières en fonction qui sont sans condition de revenu de type éco, prêt à taux zéro, qui peuvent financer le changement du système de chauffage et même de manière générale, globalement, l'ensemble de votre rénovation.
Ça, on ne pourra pas parler de tout aujourd'hui parce que forcément, ça fait beaucoup d'informations en plus à expliquer. Néanmoins, voilà, en fonction de votre revenu, vous avez le droit, si vous êtes en chaudière à fioul, on va dire à chaudière fioul qui n'est pas à condensation, vous avez de toute façon au moins un minimum de 2 500 € d'aide pour changer de système de chauffage. Et vous avez pour les habitants de Nantes Métropole, vous avez des aides de manière assez importante aussi, que vous pouvez cumuler. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous projeter en fait, je vais vous, montrer le tableau des aides financières et vous regarderez en fait, quelles aides vous avez possibles avec en fonction de votre système, vos revenus. Voilà. Le temps que je fasse ça, je vais repasser la main à Ronan qui va, voilà, s'occuper par rapport s'occuper des questions-réponses. Voilà. Merci Guillaume pour le webinaire. Euh, En effet, vous pouvez poser des questions sur le chat en cliquant sur l'onglet discussion en bas de l'écran. Il y a déjà eu quelques questions, à savoir si il y aurait un replay du webinaire. Donc, il sera disponible en effet sur la chaîne YouTube de Alizé, l'association Alizé. Et je crois qu'on envoie également. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée autant de oui, On bon, en envoie tout cas, aussi aux je vous le laisse. participants. OK. Est-ce que tu as d'autres questions, Ronan, du coup, sur le Alors, vraiment là, donc sur le webinaire, on a une question de Simon qui demande si le système solaire combiné est rentable dans notre région, puisqu'il doute du potentiel d'ensoleillement de la région. alors, si vous avez bien compris, du coup, Simon, c'est bien l'idée en fait, c'est rentable à partir du moment où c'est dans un projet global. En fait, on va pas installer, vous voyez, en fait, en gros, moins vous consommez d'énergie, moins il faut installer de panneaux pour le système solaire combiné. Et les panneaux, effectivement, plus là, clairement, ça vaut le coup le système solaire combiné, mais quand on est, dans un projet global de rénovation et d'être très bien isolé. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est vraiment avoir un très bon niveau d'isolation et de ventilation. Et la deuxième chose, c'est d'avoir en fait un système l'idée, c'est d'avoir à minima des radiateurs basse température et dans l'idéal, des planchers chauffants. Si vous avez des vieux radiateurs en aluminium, par exemple, qui ça vaut pas ça va en fait, ça va faire perdre beaucoup de rendement à l'installation. Ce qui peut valoir le coup, si par exemple, effectivement et puis il y a une question de gestion de surchauffe, donc ça, faut pas hésiter à faire des devis, avec des artisans RGE surtout. Tous les chauffages, hein, on l'a pas dit, mais artisans RGE à tout prix. Je vais vous montrer le site pour trouver les artisans. Hem, Ce qui peut être intéressant si, le système solaire combiné n'est pas intéressant parce que, par exemple, pour X ou Y raison par rapport à votre maison, ce qui peut être intéressant, c'est au moins de faire l'eau chaude sanitaire. Si vous êtes 4-5 personnes, à partir de 4 ou 5 personnes, ça vaut, le coup, d'installer un chauffe-eau solaire. J'en ai pas parlé beaucoup là parce que c'est un système, qui est, qui peut se mettre en complément par exemple, d'une chaudière. C'est d'avoir juste la partie, eau chaude qui est, chauffée par le solaire et là, clairement, plus le prix de l'énergie augmente, plus franchement, on se dit que ça vaut le coup. C'est vraiment intéressant. C'est des généralités, bien sûr, il faut creuser par rapport à votre projet en particulier. Mais en tout cas, à partir de 4 personnes dans votre foyer, ça vaut le coup et voilà. Merci. Il y a Chantal également qui demande comment savoir si la maison est bien isolée et comment on peut le vérifier. Alors, très bonne question. Très bonne question, effectivement. On allait, en tout cas en parler. L'idée, en fait, c'est effectivement, si vous ne savez pas, en fait, il y a différentes possibilités. Soit en fait, vous pouvez faire un audit de votre maison, et donc vous pouvez faire un audit, en fait, de votre maison, donc pour les revenus, ça dépend de vos revenus. En fait, si vous êtes dans les revenus, modestes ou très modestes, vous pouvez
bénéficier en fait d'un diagnostic thermique, donc c'est une analyse précise de votre maison avec des recommandations de travaux. Et donc voir, elle peut vous dire, là, vous êtes moyennement isolé, là, vous êtes pas bien isolé, là, vous êtes plutôt bien isolé. Vous faites faire un diagnostic énergétique. Donc là, pour ça, il faut se rapprocher soit de nous, soit de votre intercommunalité pour voir quelles sont les possibilités d'accompagnement par une association qui vous fait le diagnostic énergétique et qui vous fait les préconisations de travaux. Donc là, il faut vraiment passer par votre intercommunalité. Si vous êtes dans les revenus supérieurs ou intermédiaires, là, vous pouvez faire un audit énergétique de votre maison. Donc, c'est une analyse précise qui est très intéressante parce qu'elle a une valeur légale. Elle fait une analyse très, très précise, plus précise encore qu'un diagnostic spécifique là, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez faire donc cet audit, analyse précise, c'est fenêtre par fenêtre, porte par porte, mur par mur. Un auditeur qui vient bien regarder tout et qui peut passer aussi la caméra thermique pour voir si où sont les déperditions dans votre logement, analyser votre système de chauffage, la ventilation. Ce type d'audit coûte entre 800 et 1 200 € et il existe des subventions en fait, en fonction de vos revenus et de votre localisation. Par exemple, à Nantes Métropole, il y a une subvention de 250 € systématique en fait pour l'audit. À la Carène, par exemple, il y a une subvention aussi de 340 €. Donc voilà, faut pas hésiter. Il y a d'autres territoires qui ça se développe de plus en plus les subventions à l'audit. Il faut pas hésiter à vous rapprocher de votre intercommunalité ou de nous appeler pour savoir si ce dont vous pouvez, est-ce que vous avez des subventions ou pas pour l'audit. Et des petits conseils aussi à côté, par exemple, votre toiture l'hiver, il neige, vous regardez votre toiture si, par exemple, entre vous et vos voisins, par exemple, si la neige fond très vite, par exemple, sur votre toiture, c'est que vous avez beaucoup de déperditions parce que la chaleur part assez vite et fait fondre la neige de la toiture. Par exemple, des petits conseils comme ça. Si une maison où la neige reste très longtemps, c'est une maison, on va pas peut-être qu'elle est en tout cas mieux isolée qu'une maison qui, ça peut être un signe de meilleure isolation. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions à poser? Alors, quelle aide pour revenus de plus de 40 000? Alors, Chantal demande quelle aide pour les revenus de plus de 40 000, mais donc ça dépend à la fois du revenu fiscal de référence, mais aussi du nombre de personnes qui sont dans le logement, du nombre de personnes Est-ce à que vivre tu dans le vois logement. tu Ouais, vois vous voyez mon tableau? Tu le vois Ronan là? ouais, Là? OK. Donc là, vous avez le bah, effect tableau en fait. ouais. Pardon, vas-y, excuse-moi, Non, non, vas-y, je te laisse excuse-moi. dire si tu veux. Oui, alors, vous Heu, voyez donc le tableau, à 2 entrées. D'une part, le nombre de personnes qui composent le ménage, y compris les enfants, toutes les personnes qui ont pour résidence fiscale le ménage, concerné, ainsi que, dans l'autre sens, le revenu fiscal de référence qui est donc, la somme de tous les revenus fiscaux de référence des habitants. On nous demande s'il est possible d'avoir ce tableau. Est-ce qu'on a un endroit pour le donc là, alors, pour, les revenus de plus de 40 000 € par exemple, vous voyez que si on prend par exemple pour 2 personnes, heu, ce sera, dans la catégorie intermédiaire puisque c'est en dessous de 42 000. Pour une personne, c'est au-dessus de 29 000, donc ce sera catégorie supérieure. Et pour, 4 personnes, vous voyez que ça peut être, si c'est jusque 40 000, tout juste, ça peut être en catégorie modeste. Donc c'est de cette façon-là que vous pouvez utiliser le tableau. Est-ce qu'on peut vous le transmettre, sur le webinaire? Ou il faut l'envoyer? Je sais pas si on peut le transmettre. oui, parce que vous l'aurez à l'issue du webinaire, vous aurez, effectivement, le replay, donc vous pourrez regarder et ce tableau-là est accessible aussi, en tout cas, on pourra vous renvoyer aussi le mail sur les aides financières. Je note. Vous l'avez également en guide, le guide ADEME sur les aides financières.
vous tapez, ouais, vous tapez, guide ADEME aide financière 2022. Vous voyez, Ronan, on voit, ma recherche là? Oui, oui, oui. OK. Voilà, vous avez vu, vous tapez sinon vous faites ça, c'est plus simple, on va dire. Vous aurez, le guide dès maintenant si vous le souhaitez. Le guide ADEME aide financière, 2022. Le site internet, c'est librairie ADEME, hein. Surtout, n'allez pas sur des sites commerciaux. Donc c'est bien la librairie de l'ADEME. Vous tapez dessus et hop, vous tombez sur le guide rénovation. Donc il explique bien, hein, toutes les aides, de ce que vous pouvez bénéficier, le tableau, le fameux tableau. Donc faites attention, hein, vous êtes ici en autre région, Île-de-France, c'était pas les mêmes montants parce que le niveau de vie n'est pas le même. Du coup, enfin, les barèmes ne sont pas pareils entre l'Île-de-France et le reste de la France. Voilà, et vous aurez toutes les aides que vous pouvez bénéficier. Merci. Sandra également nous demande comment elle peut nous joindre. Alors, pour nous joindre, alors il y a un numéro, c'est le. Attendez, je vais revenir C'est dessus. Si tu veux, Ronan. 02 40 08 03 30. Alors, on va revenir dessus. Je vais noter dans le chat le numéro ainsi que l'adresse mail et l'adresse du site également. Vous pouvez appeler ce numéro-là, effectivement. Et n'hésitez pas sinon on est, enfin vous pouvez effectivement aussi appeler ce numéro et puis après, donc, au terme comment dire, de procédure qu'on peut vous proposer aussi. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le conseil par téléphone. Donc, on vous nous appelez, vous dites, bah voilà, j'aimerais juste savoir combien je peux toucher d'aide. Et là, nous et nos collègues, on vous explique vraiment le détail, sachant que le guide ADEME, normalement, après lecture du guide ADEME, vous aurez quand même pas mal d'infos. Néanmoins, il n'y a pas les aides locales de Nantes Métropole, par exemple. Donc, faut pas hésiter à appeler si vous voulez savoir les aides locales. Nous, on a aussi on fait aussi un webinaire spécial aide financière. Alors pour aller dessus, il faut cliquer sur le lien que Ronan a mis, effectivement, Info Énergie Pays de la Loire. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous, donc soit vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, soit vous pouvez, quand vous appelez, vous avez besoin d'un conseil vraiment plus précis. On donne des rendez-vous d'1 heure gratuits qui sont payés par votre collectivité. Et si vous êtes sur un gros projet de rénovation globale ou alors vous allez vraiment vers le bâtiment basse consommation, ce qui, je le rappelle, va être obligatoire en 2050, on peut aussi vous accompagner, par exemple, faire une visite de site. On peut aussi lire, par exemple, vous aider dans la lecture de l'audit. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous nous appelez, vous nous expliquez en fait votre cas plus précisément et on peut vous caler un rendez-vous d'1 heure ou non. Alors, juste en ce moment, on a eu beaucoup de demandes. Donc, on a, suivant les régions, par exemple à Nantes Métropole, on a quasiment plus de place. Mais on peut continuer à faire de l'accompagnement, on peut continuer à recevoir au téléphone. Voilà, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est gratuit parce que c'est payé par votre collectivité pour vous. Donc, voilà, faut pas hésiter à utiliser ce service. On est là pour ça. On est plutôt, voilà, on est là pour ça et puis on est plutôt heureux de vous répondre et de vous aiguiller au mieux. Et donc l'amplitude horaire qui est demandée, donc c'est du lundi au vendredi de 9 h à 18 h pour les appels téléphoniques. En termes de permanence aussi, on effectue des permanences délocalisées. Donc, on est à Nantes, on est à Saint-Nazaire, mais on va aussi en fait dans les sièges souvent des comités de communes, dans les mairies. Quand vous prenez rendez-vous, soit par internet, soit au téléphone, on vous dira en fait où est-ce que vous pouvez en fait vous trouver. Par exemple, il y a certaines communes, on va à Legé, par exemple, on va aussi à Pornic. Donc voilà, faut pas hésiter à regarder, à appeler pour savoir s'il y a de la disponibilité. Voilà. Ronan, est-ce que tu as un sondage sur d'où proviennent les participants du webinaire? Non.
sais pas si on l'a inclus. Ah oui, alors oui, de tout. Terminé. Ah oui, d'où proviennent dans le oui, quel est votre département et quel est votre comment avez-vous connu ce webinaire? Donc je vais lancer ce sondage. Et là, vous devez voir apparaître le sondage qui Je vais faire apparaître les résultats. trois personnes. Voilà, je pense que tout le monde a pu, s'il le souhaitait, participer. On va Très bien. partager les résultats. Donc, on est, 3 personnes sur 4 ont connu le webinaire sur le site internet et Super. également la DIL 44. Donc, je suppose que c'est pour à propos de là où vous l'avez connu, Chantal, le webinaire via la DIL 44. D'accord. Donc, on a une personne du Maine-et-Loire, Cécile d'Angers. Et les autres personnes Euh, sont en Loire-Atlantique. Juste, je termine parce que là, c'est vrai que j'ai oublié un élément, je pense, qui est quand même, enfin, oublié. Surtout, je vous conseille de passer. Alors, il y a plusieurs systèmes pour avoir les artisans qui sont RGE pour les aides financières. Je vous conseille, dans un premier temps, en tout cas, si vous n'êtes pas encore bien aguerri avec le système des aides financières, je vous conseille dans un premier temps de passer par l'annuaire de francerénov.gouv.fr, l'annuaire des artisans RGE, des professionnels du bâtiment. Voilà. Faut pas hésiter parce que voilà, il faut faire attention juste parce qu'on va vous proposer des pompes à chaleur. Si vous dites, si vous inscrivez sur des sites commerciaux, voilà, attention, attention, attention. On va le dire 3 fois, 4 fois, parce que pensez bien global, appelez-nous, réfléchissez bien dans votre projet de rénovation. Est-ce qu'il y a besoin d'isoler? N'installez surtout pas, par exemple, une pompe à chaleur tout de suite, hop, c'est fait. Et voilà. Et en fait, non, non, ne faites pas ça surtout. Pensez bien global dans votre projet. Parce qu'il y a effectivement, il peut y avoir beaucoup d'aides financières, mais justement, si vous faites vous installez une pompe à chaleur du jour au lendemain comme ça, à la place de la chaudière fuel, sans réfléchir sur l'isolation, eh bien, vous allez consommer une grosse partie de votre enveloppe d'aide financière donnée par l'État ou par les fournisseurs d'énergie ou même les banques. Et après, vous ne pourrez pas forcément y revenir. Et donc, c'est dommage pour vous quand même, je vous le dis. Du coup, pensez bien à nous appeler ou au moins à passer par l'annuaire des professionnels du bâtiment ou à faire un audit. Nous appeler. En fait, vous avez plein de solutions avant d'installer une pompe à chaleur tout de suite, quoi. Pensez bien. Vous pouvez nous appeler au numéro indiqué. Vous pouvez faire aussi appel à des professionnels RGE. Vous pouvez faire un audit ou un diagnostic énergétique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre collectivité ou de nous et de faire appel à des professionnels RGE de préférence, plutôt via le site France Rénov si vous n'êtes pas encore aguerri et si vous avez vraiment une réflexion globale à porter sur votre projet. Voilà. Merci. Cécile demande si donc pour être aidé par l'État, il faut vraiment des devis ou car pour l'instant, elle n'a qu'une estimation du maître d'œuvre. Oui, il faut en fait y avoir une aide de l'État. Pour avoir l'aide de l'État, il faut des devis. Il faut que les devis soient faits par le professionnel RGE. Surtout. Retenez bien RGE. Et surtout, il ne faut pas signer les devis avant les demandes d'aide. Ça, enfin, on bifurque un peu. N'hésitez pas à bien regarder, à bien lire le guide des ADEME sur les aides financières, le guide ADEME 2022. Voilà, effectivement. Si vous avez par contre une estimation du maître d'œuvre, si vous avez un maître d'œuvre, c'est très bien déjà. Et enfin, si quelqu'un peut vous aider dans vos travaux, et s'il n'est pas assez calé en fait en chauffage, ce qui peut arriver, il y a des architectes qui sont pas forcément spécialistes du chauffage, faut pas hésiter à y aller. Et donc l'estimation non ne suffit pas effectivement. En fait, toute demande d'aide doit être effectuée sur présentation de devis, donc, globalement ou d'un audit.
Donc, je vous conseille de bien lire le guide des aides financières, Cécile. Et effectivement, vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas prétendre aux aides avec les sans devis. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, les aides financières, pour terminer, après, on commence à dépasser un peu le temps, mais juste pour répondre à vous, Cécile aussi, c'est pas grave parce qu'en fait, il faut pas se jeter sur les aides financières. En fait, vous pouvez savoir le montant. Et en fait, une fois que vous avez tous vos devis, vous dites, bon, bah là, c'est bon, je fais mon dépôt d'aide. Mais ce qu'il faut avant, c'est des bons devis. C'est ça qui est intéressant sur nous. Il vous faut des bons devis avec voilà, un projet cohérent, de rien signer avant de faire les demandes d'aide. Mais une fois que vous avez tous vos devis, avant de tout signer, vous dites, bon, là, c'est bon, je suis prêt ou je suis prête. Allez, c'est parti. Là, je fais mon dépôt d'aide, j'attends mon accord d'aide et après, je peux déposer les devis. Ça, c'est en cas global. Après, si vous avez fait un audit, c'est un peu plus spécifique. Donc voilà, faut pas hésiter à nous appeler pour ça. Alors, si vous avez fait un audit, voilà, si vous avez fait un audit, vous n'avez pas forcément besoin des devis, mais vous avez besoin d'une fiche qui est remplie par l'auditeur. Mais dans tous les cas, vous pouvez pas, si vous êtes dans ce cas-là, faut pas hésiter à bien lire le guide des aides financières et à nous appeler aussi éventuellement. Voilà. Je pense on Merci te beaucoup laisse la main, Guillaume. Je Ronan, pense pour qu'on a clôturer. merci à toutes et à tous, pour votre attention et pour vos questions. De toute façon, vous avez, nos coordonnées, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour, toute question ou pour prendre rendez-vous, afin d'étudier plus en détail votre projet. On se fera un plaisir de vous accompagner jusqu'au lancement des travaux. Superbement intéressant, merci. Eh ben, merci bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée et mollo, vous stressez pas trop avec votre projet de rénovation. Voilà, faut y aller tranquille par étapes. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir.